Plénière au Conseil national de transition, les membres du CNT ont adopté cet après-midi à l'unanimité 4 projets de loi portant ratification des ordonnances autorisant la ratification de 4 conventions en matière judiciaire entre le Mali et la Guinée. Plus de détails, ça sera avec Mamari Koni. Un véritable coup d'accélérateur donné à la coopération tripartite gouvernement du Mali, Agence brésilienne de coopération et Université fédérale de Lavras. Le ministre Baba, en séjour à Brasilia, obtient une augmentation du potentiel de production de la viande bovine et de la pisciculture. Que de bonnes nouvelles pour booster ces filières et répondre positivement aux attentes et demandes des populations maliennes. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux. Le dialogue intermalien pour la réconciliation nationale est presque à sa phase nationale. Pour une réussite totale des couvertures médiatiques de cette étape, le comité de pilotage explique, informe et forme les hommes de médias afin que ces derniers soient mieux imprégnés des objectifs du dialogue pour un meilleur compte-rendu. D'où l'organisation de cet atelier commenté dans ce journal par Mamadou Fani. Le 3 mai de chaque année est consacré Journée mondiale de la liberté de la presse. En prélude à cela, la rédaction s'est intéressée au professionnalisme dans ce secteur crucial. Il ressort que l'éthique et la déontologie, qui sont la colonne vertébrale du journalisme, sont relégués au second rang, sinon totalement oubliés par certains pratiquants. Le dossier est signé Bemba Sibi. Merci de nous suivre. Bonsoir à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce jeudi 2 mai 2024 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte et entendu des communications sur ce plateau. Avec moi, Ibrahima Djombele. Bonsoir. Bonsoir, c'est avec plaisir que je suis là avec vous, Nyanya Elou Traoré. Moi aussi, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le 2 mai. Bon, c'est pas tard, hein. Bonne fête de travail. Merci à vous. Alors, demain également à la fête de la presse. À vous donc, 2 fois, bonne fête. Bonne fête à nous tous. Alors, mesdames et messieurs, d'accord, on y va avec le Conseil des ministres. Hein. Merci. Et, mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati, 11,481 km de la RR9, de la bretelle d'accès au point G, 1,7 km, de 7 km de voirie à Kati et de la section rond-point GMS Samé Kati, 9,3 km. Le marché relatif aux travaux d'aménagement de la section Bamako-Koulouba-Kati de la route régionale numéro 9, de la bretelle d'accès au point G, de 7 km de voirie à Kati et de la section rond-point GMS Samé Kati est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Covec Mali pour un montant de 92 661 945 897 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 36 mois. La réalisation de ces travaux contribuera notamment à améliorer les conditions de transport des personnes et de leurs biens et à promouvoir l'économie nationale. B. Un projet de décret instituant le paiement des frais de dossier de formalité déclarative, de certification et d'agrément soumis à l'autorité de protection des données à caractère personnel. L'essor fulgurant du numérique, la banalisation de l'utilisation d'applications numériques de traçage, de traitement des données biométriques et de santé, ainsi que l'amorce de la transformation digitale de l'administration et du monde des affaires ont fait accroître les enjeux de la protection des données à caractère personnel. Pour y faire face, le gouvernement a créé l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, pour réguler l'utilisation des dites données. Dans le cadre de l'exécution de cette mission, elle accorde des agréments pour toute interconnexion de données et assure la certification des entreprises ou organismes sur le niveau de respect de la protection des données personnelles. Le projet de décret adopté institue le paiement des frais de dossier de formalités déclaratives, de certification et d'agrément soumis à l'autorité de protection des données à caractère personnel. Au chapitre des communications, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres du déroulement des épreuves des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État
exercice 2023. La 5e et la 6e journée des concours se sont déroulées les 27 et 28 avril 2024 ici à Bamako et dans les 6 centres régionaux. La 7e et la 8e journée auront lieu les 4 et 5 mai 2024. Les corps concernés sont agents de constatation des douanes, contrôleurs des impôts, techniciens de santé, techniciens supérieurs de santé, médecins, pharmaciens, odontostomatologues, ingénieurs sanitaires et assistants médicaux. Le ministre des Maliens de l'Extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la participation des Maliens établis à l'extérieur au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les Maliens établis à l'extérieur ont activement participé au dialogue, notamment à l'élaboration des termes de référence, à l'atelier national de leur validation et à la phase de concertation dans les ambassades et les consulats du Mali. Ils ont, au-delà des questions d'ordre général sur la gouvernance dans notre pays, évoqué leurs préoccupations spécifiques et formulé des recommandations pertinentes. Cette participation de la diaspora malienne est l'expression de la reconnaissance à leur endroit par les autorités de la transition pour leur apport au développement du pays. B. De l'organisation de la Semaine nationale de l'intégration africaine prévue du 25 au 31 mai 2024. La Semaine nationale de l'intégration africaine a été instituée par le décret numéro 2021-0243 PTRM du 8 avril 2021. Le thème retenu pour cette année par l'Union africaine est « Éduquer un Africain adapté au XXIe siècle ». La journée du 25 mai, placée sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, sera l'occasion de réaffirmer notre attachement aux idéaux du panafricanisme à travers un leadership avéré qui s'est traduit par les initiatives de création des organisations régionales et sous-régionales. En plus des manifestations éducatives, culturelles, artistiques, sportives, des conférences, débats et des ateliers, il sera procédé à la montée des couleurs africaines à la tour de l'Afrique en présence des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, des communautés africaines et résidents au Mali, ainsi que de la jeunesse de l'Union africaine. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique à Rabat au Maroc et à la 16e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc à Meknès. La conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO tenue du 18 au 20 avril 2024 sous le thème « Système agroalimentaire résilient et transformation rurale inclusive » s'est avéré un cadre d'échange d'expériences entre les participants sur les programmes projets des pays visant à accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires et le soutien au développement rural. En marge des travaux de la dite conférence, notre pays a obtenu de la FAO le soutien au programme de promotion des filières céréalières. En outre, le ministre de l'Agriculture a participé à la 16e édition du Salon international de l'agriculture à Meknès le 22 avril 2024 et à la conférence ministérielle annuelle de l'initiative Adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 2e édition de la Semaine du numérique du 25 au 27 juin 2024 avec le Niger comme pays invité d'honneur. La Semaine du numérique est un espace de rencontre et d'échange de tous les acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication. Elle offre des opportunités de coopération et de collaboration favorisant l'émergence d'une véritable économie numérique. À l'instar des autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali organisera sa 2e édition sous le thème « Les technologies de l'information et de la communication comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis ». Cette édition qui vise de façon globale à mettre en place un cadre d'échange permanent entre tous les acteurs du secteur pour favoriser la compétitivité, la créativité et l'exposition du savoir-faire malien enregistrera la participation du Burkina Faso et du Niger.
Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au sommet de consultation des savants musulmans du monde entier. Le sommet de consultation des savants musulmans du monde entier est prévu du 13 au 14 mai 2024 à Istanbul, en Turquie. Les objectifs visés sont, entre autres, l'évaluation des problèmes auxquels le monde musulman est confronté et les solutions à y apporter, le développement des relations institutionnelles et le renforcement de l'unité et de la solidarité. La participation du Mali au 10 sommet permettra de partager sa vision en matière de tolérance et de modération, d'acceptation des autres et de coexistence dans la religion islamique et de renforcer les liens de coopération avec la Turquie. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres 1. de la participation du Mali à la 27e réunion internationale d'examen des gestionnaires de programmes d'éradication du ver de Guinée à Atlanta. C'était du 17 au 19 avril 2024. L'objectif général de cette réunion était de rassembler les coordinateurs des programmes, les représentants de gouvernement, les partenaires et les donateurs pour évaluer la mise en œuvre 2023 des programmes d'éradication du ver de Guinée. Il s'agissait spécifiquement de présenter les réalisations et les défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes d'éradication de la maladie du ver de Guinée en 2023 au Tchad, au Cameroun, au Mali, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, en Éthiopie, en Angola et les priorités pour 2024 de la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Point final, et je vous passe la main pour la suite de ce 20h de Mali Actualité. Merci beaucoup, Ibrahima Djombele. Alors, la suite de ce journal plénière au Conseil national de transition. Les membres du CNT ont adopté cet après-midi à l'unanimité 4 projets de loi. Ils portent sur la ratification des ordonnances autorisant la ratification de 4 conventions en matière judiciaire entre le Mali et la Guinée. Mamari Koné pour les détails. C'est pour renforcer leur coopération judiciaire et l'adapter aux défis du moment que le gouvernement malien et guinéen ont signé en novembre 2022 à Conakry 4 conventions judiciaires. Les projets de loi portant ratification des ordonnances autorisant la ratification de ces conventions sont soumis à l'approbation des membres du CNT lors de cette plénière. Ces 4 conventions remplacent la Convention générale de coopération en matière de justice signée à Bamako en mai 1964. Avec le temps, on s'est rendu compte que cette convention datée de 1964 est devenue obsolète. En ce sens que nous avons des défis nouveaux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, tels que le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, notamment le blanchiment des capitaux. Des relations de coopération beaucoup plus renforcées, avec des détails beaucoup plus précis sur la manière de coopérer, sur la manière de procéder dans les différents domaines de coopération. Il s'agit notamment de l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, l'entraide judiciaire en matière pénale, l'extradition et le transfèrement des détenus. Des domaines particulièrement importants et où nous avions vraiment besoin de précision. La mise en œuvre de ces 4 conventions, outre la consolidation des relations judiciaires entre les 2 pays, contribuera sans nul doute au renforcement de l'état de droit ainsi qu'à la préservation des droits des citoyens des 2 États. Aujourd'hui, le Mali a bel et bien besoin de ces instruments juridiques pour faire les relations qui sont aujourd'hui plus que séculaires entre nos 2 pays. C'est des ratifications d'ordonnances qui ont été adoptées, bien sûr, précisément en 2022. Le projet de loi sur la ratification de la Convention sur l'entraide judiciaire en matière civile et pénale a été voté par 129 voix 0 contre 0 abstention. Celui sur la Convention en matière pénale par 131 voix. Le projet de loi sur la Convention relative à l'extradition a obtenu 131 voix, alors que le dernier projet sur la Convention de transfèrement des personnes condamnées a été voté par 131 voix. À la fin de la cérémonie, le président des séances, Amey Founi Mahalmadan, a invité les membres du CNT à une participation massive à la phase nationale du dialogue intermalien dont l'ouverture est prévue ce lundi à Bamako.
Rendons-nous au Brésil où le Mali Kura est en marche. Jusque là-bas, le ministre de l'Élevage et de la Pêche vient de donner un véritable coup d'accélérateur à la coopération tripartite gouvernement du Mali, agence brésilienne de coopération et université fédérale de Lavras. Yubaba et sa délégation d'acteurs et sa délégation des acteurs du domaine en séjour à Brasilia obtiennent une augmentation du potentiel de production de la viande bovine et de la pisciculture. Que de bonnes nouvelles pour booster ces filières et répondre positivement aux attentes et demandes des populations maliennes. La rencontre se tient en marge du Salon international de l'agriculture du Brésil. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Mohamed Kantao et Barakou Maïga. L'une des priorités du gouvernement est l'accroissement du potentiel de production bovine et de la pisciculture. Cependant, la faible productivité des races locales du pays entrave le développement des productions animales. Pour pallier ces déficits, le département en charge de l'élevage compte sur l'accompagnement de l'Agence brésilienne de coopération, une agence qui a pour vocation d'appuyer les projets et les actions de coopération internationale. Il s'agit, dans le domaine de l'élevage et de la pisciculture, des projets de coopération signés le 28 mars 2022 entre le Mali et le Brésil, relatif à la mise en œuvre du projet augmentation du potentiel de production de viande bovine au Mali et du projet augmentation du potentiel de production de la pisciculture au Mali. Au total, 31 activités prévues dans le cadre des 10 projets n'ont pas atteint un niveau d'exécution satisfaisant à notre dernière évaluation interne en avril 2024. S'agissant de la mise en œuvre des activités d'appui technique et de formation qui constituent la base des 10 accords de coopération, il a été enregistré l'arrivée au Mali de plusieurs missions conjointes de l'Agence brésilienne de coopération de l'Université fédérale Lavras, ayant assuré la formation des agents du laboratoire central vétérinaire. Nous avons discuté bien avec les experts soit du projet d'élevage et aussi de la pisciculture. Nous sommes en train d'organiser d'autres émissions chez vous à partir du mois d'août. Et nous sommes ici à votre disposition pour évaluer les possibilités d'autres projets bilatéraux ou trilatéraux avec vous. Soucieux de relever les défis liés à l'élevage de certaines races bovines, le ministre Ba a sollicité à la partie brésilienne 50 000 variétés de tilapia et 100 000 doses de girlando, une variété de vache brésilienne qui résiste à la chaleur et donne environ 7 litres de lait par jour. On a commencé la coopération, on va commencer la coopération avec des pays du sud-est de l'Asie, ASEAN, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de préoccupations avec l'échange climatique et avec l'énergie renouvelable. Ce sera un développement très important à commencer à grandir la coopération entre les deux pays. Tour à tour, les différents responsables qui accompagnent les ministres n'ont pas tari d'arguments pour nouer un partenariat fructueux avec l'Agence brésilienne de coopération dans leurs domaines respectifs. Quant à l'ambassadeur du Brésil, il a axé son intervention sur la coopération militaire entre les deux pays en voie de développement, c'est-à-dire le Mali et le Brésil. Le dialogue intermalien pour la réconciliation nationale est presque à sa phase nationale et à ce jour, nous sommes à jour J-4 pour une réussite totale des couvertures médiatiques. De cette étape, le comité de pilotage explique, informe et forme les hommes de médias afin que ces derniers soient mieux imprégnés des objectifs du dialogue pour un meilleur compte-rendu. D'où l'organisation de cet atelier. Mamadou Fane pour les détails. La phase nationale du dialogue intermalien ne peut réussir sans l'implication pleine et entière de la presse. En prélude à cette rencontre importante pour la nation malienne, le comité de pilotage de ce dialogue renforce les capacités des hommes des médias. Le dialogue est une grande activité. Et du début à maintenant, la presse nationale, publique et privée, s'est beaucoup mobilisée. Pour la couverture d'un tel événement, il est important qu'il y ait cette rencontre d'échange entre
la commission communication et les médias mobilisés pour la couverture. Il s'agit de leur expliquer les dispositifs qui est mis en place pour permettre à chacun de pouvoir faire correctement son travail. Cet atelier qui regroupe une centaine de participants est aussi l'occasion pour les journalistes de comprendre l'esprit du dialogue. On serait toujours appelé à échanger avec la presse. Vous qui détenez et la plume et le micro. Lorsque votre pays, comme partout ailleurs, traverse des crises, des conflits, la presse est à l'avant-garde. La presse s'unit à l'unisson pour faire passer des messages positifs au sein des populations, de leur population, au sein de leurs concitoyennes et concitoyens. Au sortir de cette rencontre, les journalistes de toutes catégories de médias seront outillés pour un meilleur traitement des différentes thématiques qui seront abordées lors de ce dialogue. À présent, l'actualité des FAMA sur les théâtres d'opération. Oui, je dis bien d'opération. L'armée malienne a détruit un dépôt de transit de barils de gasoil dans la localité de Ber. C'est ce que nous dit Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion que le 2 mai 2024, les FAMA ont mené une reconnaissance offensive dans les sites de Idjimar, Arar, Gungumberi, tous situés à l'est de Ber dans le Haoussa, dans le but de rassurer les populations. Dans la localité de Boronda, située en face de Gungumberi, dans le Gourma, les FAMA ont découvert et détruit un important dépôt de transit. 68 barriques de gasoil, dont 3 vides en bordure du fleuve. Le dit dépôt, dont le propriétaire est resté inconnu, dessert les terroristes à travers des véhicules et autres moyens de transport pour des destinations inconnues. L'état-major général des armées rassure que la recherche et la destruction des refuges terroristes continuent. Dans le secteur de Nara, destruction également par les forces armées maliennes ce 1er mai des refuges de terroristes avec à la clé des saisies importantes. On en sait plus dans le communiqué de l'état-major avec Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que ce mercredi 1er mai 2024, au cours d'une mission de reconnaissance offensive dans le secteur de Nara, les FAMA ont détruit un refuge de groupes armés terroristes. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et les FAMA ont récupéré 6 motos ainsi que du matériel de guerre composé des radios Tolki, de lance-roquettes anti-chars, des gilets paraballes, des AK-47 ainsi que des munitions. L'état-major général des armées salue l'engagement des FAMA qui mènent une lutte implacable contre les terroristes. Maintenant, allez tous sous le bivouac, celui du Prytanée militaire de Kati. Pour sa 4e édition, cette journée VIP, elle s'est tenue au Centre national de formation et d'aguerrissement de Samanko et s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement académique du PMK. Ces bivouacs de 4 jours concernaient uniquement les élèves de la 9e à la 11e année, occasion pour eux de faire le résumé de l'ensemble des théories apprises pendant les trimestres écoulés. Le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Keba Sangaré, accompagné de plusieurs hautes autorités militaires, on prépare à cette journée, nous dit Abdoulaye Sako. L'équipe a fait à cet emplacement en batterie. Mission, appuyer l'équipe. Au Prytanée militaire de Kati, en plus de la théorie, les cours sont aussi et surtout pratiques. Cela se passe loin des salles de classe, dans un environnement identique au théâtre des opérations. Devant l'adjoint au chef d'état-major général des armées, les élèves exposent leur savoir-faire, la tactique, la présentation de la caisse à sable, le démontage et le remontage des armes, la topographie, l'explosion des mines, bref, tout ce qu'il faut pour avoir du succès n'a plus désormais de secret pour eux. Ces élèves emboîtent ainsi les pas des valeureux militaires maliens. Ce bivouac nous a permis d'apprendre tant. Car à l'école, nous faisons la théorie et ici, en venant en bivouac, nous avons pu faire la pratique. Nous avons fait l'IST, nous avons appris à tirer, nous avons fait le combat, comment sont les formations du groupe et nous avons progressé en même temps. Nous avons fait la topographie, comment se déplacer avec une boussole. Nous avons tant appris sur ce bivouac. À travers l'organisation du bivouac, nous visons
à atteindre certains objectifs de formation de l'école, puisque la formation de l'école est articulée autour de 3 piliers essentiels, dont l'instruction militaire. En venant à Samanko avec les élèves, il s'agit pour les élèves de 9e année, de 10e année et de 11e année d'assimiler par la pratique les différentes leçons enseignées en instruction militaire à l'école. Au cours de ce bivouac aussi, on organise une journée appelée Journée VIP, au cours de laquelle les autorités sont invitées à venir découvrir le savoir-faire des élèves du Prytanée militaire de Kati. Devant une telle maîtrise des différents ateliers et leur parfaite exécution par ces élèves de la 9e année à la 11e année, on pouvait lire la fierté sur le visage du général de brigade Kéba Sangaré. Et ce que nous avons vu avec ces jeunes, c'est des non-commentaires, sans commentaire, surtout au niveau des ateliers de tactique, de l'organisation du terrain de camouflage, la topographie et surtout ce qui nous embête aujourd'hui, les EI, sans mettre à nu, comme on dit, l'utilisation des drones. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui sont déjà rentrés dans l'armée du futur. Et félicitations à tout le corps enseignant et surtout beaucoup de courage à ces jeunes. Bravo, le bivouac s'est très bien passé. La population de Samanko et de Katibougou a aussi bénéficié des bienfaits de cette 4e édition du bivouac du Prytanée militaire de Kati, car elle a aussi reçu des dons de vivres de la part des autorités militaires. Œuvre sociale du président de la transition. Cette fois-ci, ce sont les habitants de Kati Kuluniko et Kati Sananfara dans la région de Koulikoro qui viennent de bénéficier de 2 forages. Amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires reste le principal objectif visé, dira le conseiller spécial du président en charge des œuvres sociales, Agibou Dambélé, qui a fait le déplacement avec toute son équipe. Le compte-rendu de Sokona Kamisoko. Un mercredi pas comme les autres pour les habitants de Kati Kuluninko et Kati Sananfara, des localités situées dans la région de Koulikoro. Ces 2 localités ont une problématique en partage, la pénurie d'eau potable. Grâce à la réalisation de ces forages par le président de la transition, les habitants des dites localités peuvent pousser désormais un ouf de soulagement. Nous tenons à remercier le président de la transition pour cet acte combien humanitaire. Je vous informe qu'ici, plusieurs familles ont des puits, mais ces puits ont tous tari. On souffrait énormément avant la construction de ce forage. On prie le bon Dieu afin que le Mali puisse retrouver la paix et la stabilité. On est très contente, parce que l'eau c'est la vie. Sans l'eau, il n'y a pas de vie. La réalisation de ces infrastructures contribue ainsi à l'amélioration des conditions de vie des habitants de ces localités, de quoi susciter une immense joie chez les autorités communales. Quand on donne l'eau à quelqu'un, ça veut dire qu'on lui donne la vie. Donc nous, on ne peut que dire grand merci à Monsieur le Président, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. J'invite la population de prendre soin de ce château, et en demandant aussi aux notables de ce quartier de responsabiliser quelqu'un pour l'entretien. S'il s'agit de l'accompagnement de la mairie, moi je pense que cela ne fera pas défaut à notre niveau. Ces nouvelles infrastructures viennent compléter à 330 le nombre de forages réalisés dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition. L'accès à l'eau potable est un des droits fondamentaux pour les populations en général et les plus démunis en particulier. Ces forages-là, c'est donné aux populations démunies et dire à ces populations de prendre soin de ces forages pour que d'autres personnes aussi puissent imiter le président de la transition afin que la solidarité soit plus malienne. Nous arrivons au grand format de ce journal. Le 3 mai de chaque année est consacré Journée mondiale de la liberté de la presse. En prélude à la célébration, la rédaction s'est intéressée au professionnalisme dans ces secteurs crucial. Il y ressort que l'éthique et la déontologie, qui sont la colonne vertébrale du journalisme, sont reléguées au second rang, sinon totalement oubliées par certains pratiquants. L'avènement d'Internet qui a vu la naissance de nouvelles formes de journalisme n'a fait qu'aggraver la situation. Les acteurs de la presse sont conscients de cet état de fait et travaillent pour inverser la tendance. 2 pistes soulevées, la formation académique et continue, mais surtout l'assainissement du secteur avec des textes législatifs. Voyons tout cela dans ce dossier signé Bemba Sibi, Gaussou Touré.
Quand l'éthique et la déontologie sont foulées aux pieds, il ne reste plus du journalisme que son nom. Et c'est ce triste constat qui caractérise aujourd'hui la presse malienne. Les acteurs eux-mêmes ont conscience de cet état de fait. Moi, je fais un peu de reproche aux différents directeurs des organes de presse ou des faîtières. C'est-à-dire quand on n'essaye pas de cadrer un peu le secteur, quand on essaye de recruter tout le monde, quand je dis tout le monde, prendre des gens de cette façon sans autant les mettre dans certaines conditions, c'est ce qui amène ça généralement. Les problèmes de la presse sont connus par tout le monde. C'est l'anarchie d'abord. Beaucoup de domaines de la presse qui ne sont pas régis par l'État. Nous sommes avec une presse qui est encore, qui se fait de manière artisanale, il faut le dire. Et la professionnalisation fait gravement défaut malgré les efforts qui sont consentis. D'abord, il y a le manque de formation professionnelle, mais aussi il y a le manque d'engagement de certains responsables pour recycler les hommes et les femmes qui animent ces médias-là. L'ère numérique où les médias classiques sont envahis par les nouveaux médias. Avec cette vague d'internautes et des réseaux sociaux, l'information est banalisée car les journalistes n'a plus le monopole de l'information. Les nouveaux médias ont amené une nouvelle forme de consommation de l'information qu'on peut qualifier de tout en un. Avec un smartphone, l'auditeur, le téléspectateur et le lecteur ont accès à différents supports d'information via Internet. Internet dont l'avènement a amené une nouvelle forme de pratique du journalisme. Aujourd'hui, tout le monde s'appelle journaliste. Il suffit seulement d'avoir un téléphone portable et puis voilà, on fait une publication, deux publications, on dit ah ouais, il y a un journaliste. C'est pas comme ça. Donc il est important vraiment de faire le tri. On avait, à travers la carte de presse, essayé quand même de mettre des garde-fous. C'est pas évident parce qu'à ce niveau, il y a d'autres problèmes qui sont survenus. Mais aujourd'hui, je pense, à mon avis, il est vraiment important de mettre les choses au clair pour que les frontières soient vraiment bien délimitées. Nous sommes envahis par les réseaux sociaux. Donc, celui qui a un trépied aujourd'hui, qui a un smartphone, c'est des journalistes. Aujourd'hui, nous souffrons énormément de la concurrence déloyale, du fait que les médias classiques sont quasiment abandonnés au profit des médias électroniques qui n'ont aucune contrainte et qui font toutes les activités que font les médias classiques. Maintenant, la question est de savoir, est-ce qu'on doit redéfinir la presse? À mon avis, non. Les journalistes doivent être professionnels. On doit faire ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme de qualité. Pour faire le journalisme de qualité, il faut être un professionnel. Car l'information est banale, chacun de nous avec son smartphone peut donner l'information. La banalisation de l'information, une situation dont pâtit d'abord le public. Pourtant, les médias classiques essaient de s'adapter en investissant le web avec des sites et pages sur les différentes plateformes, histoire de grappiller des parts de marché sur le terrain des acteurs de ces nouveaux médias. Mais pour ce qui est de la qualité du traitement de l'information qui fait défaut, les acteurs s'accordent sur 2 points, la formation académique et continue et l'assainissement du secteur. Il est important pour nous, responsables des médias publics, mais responsables des médias tout court, d'insister sur le professionnalisme. C'est le professionnalisme qui va donner plus de valeur au travail que nous sommes en train de faire tous les jours. Et à leur terme, nous insistons beaucoup là-dessus. Si vous le savez, nous mettons un accent particulier sur la mise à niveau, sur la formation. Tous les mercredis, désormais, ici à leur terme, vous avez une école, des heures de cours d'apprentissage qui lie la théorie à la pratique. Pour la professionnalisation, franchement, il faut aujourd'hui aller, il faut que les journalistes soient très rigoureux. On doit former les journalistes, de les former et même essayer de voir, de revenir même aux fondamentaux du journalisme. Il est donc nécessaire aujourd'hui de faire face à cette question criarde relative à la formation pour que ce secteur puisse être assaini. Dans n'importe quelle profession, il faut la formation continue. Parce que les choses évoluent, il faut évoluer aussi avec. Les acteurs du secteur et tous ceux qui sont concernés ont fait des travaux remarquables de propositions de lois et de décrets qui doivent permettre cet assainissement du secteur. Malheureusement, chaque année nous parlons la même chose. Les meilleurs textes sont proposés, mais ces textes ne sont pas adoptés
comme si l'on souhaite être toujours dans le désordre. Déjà qu'au Mali, la liberté d'expression et de presse s'est caractérisée par l'abondance des sources d'information avec près d'une quarantaine de télévisions, 70 sites d'information, 250 publications et plus de 400 radios. L'ONG APES a célébré ce mercredi la journée mondiale des travailleurs et celle du 8 mars autour du thème femmes et réseaux sociaux, compte rendu Barakissa Ouattara. Après 15 ans d'existence, l'association APES Mali a accédé cette année au statut d'organisation non gouvernementale. Cette double célébration des journées des femmes et des travailleurs met en lumière son engagement et ses actions entreprises dans le domaine de la promotion et la protection de l'environnement, de la santé et de l'autonomisation des femmes et des jeunes. Cette année, l'APES a réuni ses membres autour du thème femmes et réseaux sociaux. L'essor prodigieux des nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, a pour conséquence une présence de plus en plus marquante des réseaux sociaux dans le quotidien des hommes et des femmes de tous les continents, dans ce qui est devenu un immense village planétaire. La problématique femmes et réseaux sociaux constitue un immense champ de réflexion et un thème qui nous interpelle tous à raison des implications de cette problématique à plusieurs niveaux. Un thème largement présenté par Cissé Oumou Amar Traoré en Bamanankan. Elle a mis en avant les aspects positifs mais aussi négatifs portant sur la présence de la femme sur les réseaux sociaux. Le département de la promotion de la femme a félicité la présidente pour le choix du thème. Nous savons tous que les réseaux sociaux ne cessent de s'accroître et d'impacter sur nos vies et sur notre société. Ils nous permettent de rester en contact avec nos proches malgré la distance, d'avoir accès à de nombreuses informations en temps réel, mais peuvent aussi être un danger si nous ne les utilisons pas correctement. Sur place, les membres de l'ONG APES ont pu exposer leur savoir-faire à travers différents stands. Des attestations de reconnaissance ont été remises à certains membres et partenaires de l'ONG pour leur implication. La cérémonie a été bouclée par des prestations musicales. Réunion de concertation IER, CMDT, OHVN à Fana. Une rencontre qui vise à faire le bilan de la campagne passée et échanger sur comment améliorer la productivité des systèmes culturaux à base de cotonnier au Mali. Les représentants de l'interprofession coton présents aux côtés du PDG de la CMDT, ERTM Dioïla, Daniel Fomba. Faire le bilan de la campagne agricole de l'année passée, partager les informations scientifiques et techniques entre chercheurs, développeurs et producteurs pour la promotion de l'agriculture au Mali. Voici tous les sens donnés à ces journées de consultation. L'objectif, c'est de faire le bilan de la campagne passée, c'est-à-dire identifier les principales contraintes auxquelles on a eu à faire face et les solutions idoines qui nous ont permis de diminuer un peu l'impact de ces contraintes sur la production agricole. Et donc nous sommes là à la recherche des solutions, non seulement pour la campagne à venir, mais également pour les campagnes futures. Les relations entre la CMDT et l'IER sont des relations séculaires. Depuis plus de 30 ans, la CMDT a tout le temps financé les activités de recherche de l'IER. En fait, ces activités de recherche sont basées sur des problèmes identifiés avec les producteurs et avec les agents de la CMDT qu'on transforme en protocole de recherche. Et donc, les résultats sont partagés et celles qui sont devenues des résultats éprouvés sont promus pour la vulgarisation. Et c'est ce qui fait justement la performance du système. Donc, le système, ce n'est pas seulement CMDT, mais c'est un système CMDT, OHVN, IER, producteur. Au terme de ces journées de consultation, sont attendues d'importantes pistes d'innovation permettant d'améliorer le rendement à l'hectare des cotonculteurs. Voyons cette journée porte ouverte sur la démonstration des variétés de légumes résistantes au climat de Antogonasso dans le cercle de Koutiala au regard des nouvelles expériences acquises, notamment l'exposé aux producteurs maraîchers aux parties prenantes d'une gamme de variétés de légumes. Cette journée va contribuer à l'augmentation de la production maraîchère dans la région de Koutiala, nous précise Brahima Kone.
Cette journée porte ouverte organisée par World Vegetable Center et l'entreprise sémencière dénommée Zamoho est une opportunité pour les producteurs d'acquérir de nouvelles expériences. Toutes choses qui leur permettront de produire localement des semences de culture maraîchère adaptées au climat. Grâce à cette journée porte ouverte, nous venons d'apprendre quelques techniques qui nous permettront de corriger nos erreurs en matière de maraîchage. Nous connaissons maintenant les noms des variétés et les moments opportuns pour les semis. Cette journée porte ouverte est une activité de mise en œuvre de la composante 4 du projet Save Veg de l'ONG World Vegetable Center qui concerne les variétés de légumes résistantes au climat. Elle s'est déroulée en tornasol dans la ferme sémencière de Zamoho située à 35 km de la ville de Koutiala. Nous testons les différentes variétés de légumes en station pour se rassurer que ces variétés de légumes présentent des caractéristiques qui sont souhaitées par les producteurs. Et ensuite, nous le produisons avec les producteurs et sur la gestion des producteurs dans les champs pour vulgariser ces variétés au niveau des champs paysans. L'objectif de cette activité, c'est de permettre à un grand nombre de producteurs agricoles de connaître les nouvelles technologies de légumes. Le projet Save Veg intitulé Des légumes sains produits localement pour les consommateurs de l'Afrique de l'Ouest est officiellement lancé en 2020 et devra prendre fin en 2025. L'intérêt de ce projet est suscité à travers plusieurs activités contrôlées par la direction régionale de l'agriculture de Koutiala. On procède à peu près à 3 contrôles. Le premier contrôle, ça va concerner juste avant la floraison. On a presque terminé avec l'échantillonnage qu'on a envoyé ça au labo. On attend les résultats. Le projet Save Veg est financé par l'Union européenne et les Pays-Bas. Les organisations paysannes de la région de Tombouctou, dotées de matériels agricoles, un financement de la coopération allemande pour une valeur de 80 millions de francs CFA. De Tombouctou, le reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Le PROSAR équipe les organisations paysannes de la région de Tombouctou pour le renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali. Ils sont 6 organisations paysannes à bénéficier de ce soir, de décortiqueuses, de hache-paille, de motoculteurs et de tuveuses pour une valeur de près de 80 millions de francs CFA. Ce projet accompagne une 50aine de sociétés coopératives à travers la région, lesquelles sociétés coopératives bénéficient à près de 50 000 personnes de la région de Tombouctou. Pour les bénéficiaires, ces équipements permettront de booster leur activité et se réjouissent de leur collaboration avec le PROSAR. Si tu parles d'agriculture, il faut nécessairement des équipements, sinon tu n'iras nulle part. Nous remercions GIZ PROSAR, finit désormais l'agriculture à la main. Les équipements renforceront considérablement les moyens de production et de ce fait rentabiliseront les exploitations agricoles en améliorant les conditions de vie des bénéficiaires. Et de là, le ministère de l'Agriculture et la Direction nationale de l'agriculture s'engagent à accompagner cette bonne initiative qui s'aligne avec les priorités du développement du Mali. Les interventions du projet ont considérablement augmenté les conditions de vie des ménages. Je tiens à remercier la République fédérale d'Allemagne qui, en toutes circonstances, magnifie la particularité des relations qui lient nos deux peuples. Au PROSAR, l'assurance de notre soutien total. Au service technique de l'État, l'accompagnement et le suivi rigoureux pour l'utilisation durable de ces équipements. Aux bénéficiaires, plus de dévouement pour mériter davantage la confiance et le soutien de nos partenaires. La remise des équipements aux bénéficiaires a mis fin à la cérémonie. 4 moulins aux femmes, des lampadaires solaires et 7 forages aux populations du village de Saint-Santo, cercle de Kenyeba, des donations du conseil villageois de la jeunesse de la contrée. Et ce n'est pas tout, lancement également des travaux de construction de la maison des jeunes, le tout pour un investissement de plus de 70 millions de francs CFA. D'autres précisions avec Mamadi Alioubari.
Des remises d'équipements et de lancement des travaux de réalisation d'infrastructures pour un montant d'environ 72 millions de francs CFA sont des activités qui ont mobilisé les femmes, les jeunes, les autorités politiques et coutumières du village de Sansanto, un village situé à quelques encablures de Kenyeba. Ici, les femmes ont bénéficié de 4 moulins et le village de lampadaires solaires pour atténuer la souffrance des populations. Un soutien à l'endroit des femmes est une œuvre utile pour la communauté. Bravo à la jeunesse qui sait que sa paix et celle des femmes vont de pair. Ici à Sansanto, c'est l'appel, l'entente. En plus de l'appui aux communautés, le conseil villageois de la jeunesse a procédé à la pose de la première pierre de la construction de la maison de jeunes. Un autre chantier qui vient allonger la liste des réalisations de la jeunesse de la localité, en plus des 7 forages à motricité humaine. Ces jours marquent une date historique pour notre village. Ces réalisations simultanées sont les fruits de la générosité des personnes de bonne volonté qui ont crié à notre détermination à soutenir la croissance et le développement de notre village. Les bénéficiaires ont salué à sa juste valeur l'initiative de la jeunesse de Sansanto. Ils estiment que la jeunesse du village peut se glorifier de son bilan dans le cadre du développement local. Les actions vont nous procurer une certaine stabilité et paix dans nos ménages. On va travailler avec et tirer le maximum de profit. On a compris que le jeune commence à prendre conscience. Quand une jeunesse devient consciente, elle prend ses préoccupations en priorité. C'est pour tous ces motifs-là que nous sommes venus les encourager sur place. Des manifestations culturelles ainsi que des remises d'attestations à certaines personnalités pour services rendus à Sansanto ont meublé la cérémonie. Renforcement des capacités des services techniques du domaine minier en matière de gouvernance environnementale et d'impact sur les projets miniers, une initiative de la Direction nationale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances sous financement Banque mondiale. Djemba Moussa Konaté depuis Koulikoro. La description des milieux et définition des zones d'influence, la méthodologie d'identification et d'évaluation des impacts de projets miniers, la hiérarchisation des impacts et mesures d'atténuation sont entre autres modules qui seront présentés au cours de ces 5 jours de travaux. Il s'agit pour le projet de gouvernance du secteur des mines de renforcer les capacités des services techniques sur l'élaboration des différentes grilles d'analyse et d'évaluation des impacts des projets miniers. Il a été constaté qu'effectivement ce comité n'a pas assez d'outils en fait, et aussi en termes de technique pour justement bien évaluer ces rapports-là. Alors que quand ces rapports-là ne sont pas bien évalués, ça veut dire qu'il y aura une faible ou une insuffisance dans la prise en charge justement des solutions qui sont proposées pour justement atténuer ces impacts-là. Cette formation devra permettre aux participants d'être outillés pour l'analyse des impacts environnementaux en général et ceux du secteur des mines en particulier. Le tableau des grilles d'analyse des impacts généralement proposés par les consultants dans les rapports de IES, les projets constituent la partie donc importante, technique et scientifique des rapports, si bien que son analyse ou son interprétation n'est pas toujours évidente pour les non-initiés. C'est pourquoi la DNASPEN a demandé et obtenu du PGSM un renforcement des capacités de ces cadres, tant au niveau national que régional. Démarré en 2019, le projet de gouvernance du secteur des mines doit prendre fin en juin 2024. Il est mis en œuvre dans 13 communes des régions de Kaï, Sikasso et Bougouni. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, lance à Kaï les travaux de l'atelier du nouveau schéma directeur régional de l'emploi, de la formation professionnelle et technique. Une rencontre qui permettra de cadrer les différentes interventions au niveau régional dans le domaine de la formation professionnelle, de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat des jeunes. La correspondance de Kabadjara.
Le directeur général de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ est depuis le dimanche 28 avril 2024 à Caille. Dans son agenda, plusieurs activités sont programmées, à savoir le lancement des travaux de l'atelier du nouveau schéma directeur régional de l'emploi, de la formation professionnelle et technique, lequel fut effectif ce lundi, avec la signature d'une convention entre le Conseil régional de Caille et l'APEJ. Cette collaboration entre l'APEJ et la jeunesse, c'est un partenariat qui ne fait qu'orienter, faciliter l'emploi des jeunes et donner une insertion au niveau des stages qualifiés à la jeunesse. Le Conseil régional de Caille a bien voulu saisir l'APEJ pour aider à l'élaboration de ce schéma directeur. Donc à son tour aussi, l'APEJ a mobilisé les acteurs régionaux pour lancer l'élaboration de ce schéma. Nous avons aussi signé une convention avec le Conseil régional pour renforcer les partenariats afin de pouvoir travailler davantage sur l'emploi, l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes. Prenant la parole à son tour, le chef de l'exécutif régional a d'abord témoigné toute sa gratitude au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour toute l'attention qu'il accorde à ce secteur très important pour la stabilité dans le pays. C'est l'occasion de se réjouir de la nouvelle approche du Conseil régional qui consiste à développer davantage ses interventions suivant une approche axée sur la croissance inclusive, génératrice d'emplois et dont l'objectif principal est d'offrir davantage d'emplois aux jeunes et d'appuyer de façon pratique les actions gouvernementales de lutte contre la pauvreté en privilégiant les opportunités régionales. Auparavant, le directeur général de l'APEJ avait assisté à une conférence sur l'entrepreneuriat organisée par la coordination régionale de la jeunesse de Caille, dont l'objectif est de sensibiliser les jeunes sur l'entrepreneuriat qui fit partie de la première composante du PEJ, à savoir renforcer l'employabilité des jeunes. Et nous allons rester dans la région avec la tenue de la 3e édition de la semaine socio-sanitaire, culturelle, éducative et sportive de Sélikényi, organisée par l'Association des jeunes pour le développement de Sélikényi à Bamako et ses partenaires. Cette édition a rassemblé tous les jeunes ressortissants de la localité et toutes les activités consistaient à consolider l'entraide, la solidarité et promouvoir les activités socio-culturelles de la zone. Et nous retrouvons Kansoutou Kanouté. L'Association des jeunes pour le développement de Sélikényi à Bamako a une fois de plus respecté la tradition en organisant la 3e édition de la semaine socio-sanitaire, culturelle, éducative et sportive à Sélikényi, située à 120 km de Caille dans le sec de Bafoussam, grâce à l'accompagnement sans faille du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Au menu des activités, des conférences débats sur les différents sous-thèmes, des consultations gratuites, des remises de dons, de médicaments et de fournitures scolaires aux meilleurs élèves de chaque classe du premier cycle et un match de gala entre autres. Nous sommes très contents puisque tous les projets que nous avons commencés ici ont porté fruit. Nous avions formé des jeunes et des femmes ici, des jeunes, c'est-à-dire en menuiserie métallique, des femmes en saponification. Cela va de soi aussi pour d'autres projets que nous sommes en train de continuer, par exemple dans le domaine de l'éducation. Nous prenons le devant de la scène et comme ça les autres vont emboîter notre pas. En matière de décentralisation, c'est un devoir du maire quand même, de développer sa santé et de développer son éducation. Là, si on a évité quand même pas de gens qui ont fait un grand effort à acheter des médicaments, mobiliser des médecins, mobiliser le personnel compétent pour être là à Sélikényi, faire une semaine de santé et de culture, ça nous émerveille beaucoup. Cette belle initiative de l'association AJDSB a été saluée par les autorités du cercle de Bafoussam. Ils soutiennent toutes les initiatives de développement qui sont initiées par les villages ici. Donc une façon de démontrer aux autres que le développement ne vient pas d'ailleurs. Les problèmes qui sont là, nous les connaissons. Nous avons les solutions pour résoudre ces problèmes et les premiers investissements, c'est à nous aussi de montrer l'exemple. Rappelons que le thème retenu pour cette 3e édition est les enjeux et perspectives à adopter pour la population de Sélikényi et environnant contre l'épidémie actuelle de dengue au Mali. Et cette parution, avant de refermer ce journal, Dr Alfousseni Diawara met à la disposition des lecteurs de nouveaux livres intitulés Investigation criminelle, l'outil pratique et l'enquêteur criminel, volume 1 et 2. Les 2 publications facilitent la collecte, l'analyse, l'évaluation et l'utilisation des preuves dans la bonne conduite d'une investigation criminelle. Des livres disponibles dans les différentes librairies qui
vont permettre d'enrichir vos connaissances dans la conduite des affaires criminelles. Donc, de nouveaux livres dans nos kiosques et librairies du docteur Alfousseni Diawara. L'enquêteur criminel, volume 1 et 2. Voilà. Un grand merci à nos téléspectateurs de Toronasso et Koutiala, Sansanto et Kenyeba. Les prévisions du temps vous seront données par Abdoulaye Keïta juste après moi. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de réalisation. N'oubliez pas non plus de visiter nos plateformes. Bonsoir à tous.